Dans 2 mois, ce sera l'heure du choix. Dimanche 10 avril aura lieu le premier tour de la présidentielle française. 2 semaines plus tard, on saura si Emmanuel Macron se succède à lui-même ou si la Ve République aura un 9e président. D'ici là, nous croiserons les regards depuis Paris. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique. Avec ce soir, Ana Navarro-Pedro, vous êtes correspondante de la presse portugaise à Paris avec Jean-Philippe Moinet, fondateur et directeur de la revue Civique. Bonjour. Bonsoir à vous deux et bienvenue. Pour vous, quelle est la séquence forte de la semaine? On vous a posé notre traditionnelle question. Vous avez choisi la même, vous avez choisi cette image de Vladimir Poutine, un bout d'une grande table, et Emmanuel Macron en face à l'autre bout de cette grande table. Pourquoi, Anna? Parce qu'on pense tout de suite, quand on peut négocier avec le diable, mais avec une longue, on peut manger avec le diable, mais avec une longue cuillère. Donc évidemment, et on a compris ensuite que c'était pour des raisons plutôt sanitaires que Poutine ferait cela, mais elles n'ont pas prévalu quand il a rencontré le président chinois à Pékin lors des Jeux Olympiques. Ils étaient bien près l'un de l'autre. Donc, et le rapport avec la présidentielle, c'était quoi? C'était un 3e invité à la table, la présidentielle, c'est ça? Ah, la présidentielle était vraiment le 3e invité, puisque Emmanuel Macron, on a s'est servi de cette crise internationale pour briller aux yeux de son électorat ou d'une partie de son électorat. Jean-Philippe, pourquoi vous avez choisi cette image? Parce qu'on voit bien que cette distance est en fait la révélation d'une tension que l'Europe n'a pas connue depuis 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin. Et c'est la gravité de la situation, au-delà de l'anecdote sanitaire et puis de l'éventuel. Mais est-ce que cette séquence internationale parle vraiment à l'électorat français? Je pense que l'électorat français comme européen est conscient que les choses importantes se passent et sont graves. Quand on a 120 000 ou 130 000 soldats russes amassés, que ce n'est pas pour jouer aux cartes. Manifestement, et que la question de la souveraineté de l'Ukraine pose question sur les principes même de l'Union européenne. Et je pense que les Français, comme les Européens, sont quand même conscients que des choses se passent au-delà de leurs frontières. Anna? Et puis même quoi qu'on dise, même si Emmanuel Macron avait évidemment la campagne électorale et sa réélection en ligne de mire, il n'en reste pas moins qu'il a réussi à mettre l'Europe autour d'une table de négociation ou au bout d'une table de négociation où nous n'étions pas avant du tout. Donc au moins, il y a eu ce mérite-là, même s'il n'est pas du tout exempt d'intention seconde. On continue à parler de la présidentielle. Que s'est-il passé depuis dimanche dernier? Une semaine en campagne. Le résumé est signé Lou Bureau. Trahison, amour et séparation ont fait le récapitulatif de cette semaine de campagne. Et pour commencer, dans la famille des Républicains, je demande Nicolas Sarkozy. Eh bien non, l'ancien président est aux abonnés absents de la campagne de Valérie Pécresse, mais il a finalement consenti à rencontrer la candidate de la droite. Écoutez, nous avons eu une conversation entre amis. Une conversation franche et affectueuse. Il faut dire qu'à droite, comme dans toute famille, tout le monde ne s'apprécie pas forcément. Rachida Dati l'a bien fait comprendre à Patrick Stefanini. Moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. C'est un loser, il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là. Oui, d'accord. Enfin, moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Voilà. Rachida Dati, qui a quand même participé au premier grand meeting de la droite. La France, je l'aime corps et bien. Trahison en revanche de Éric Woerth et Natacha Bouchard qui quittent les Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron, décidément. Du côté de la gauche, les semaines se suivent et se ressemblent, avec peut-être un début de rapprochement entre Yannick Jadot et Christine Taubira. Moi, je vais continuer à parler à toutes celles et tous ceux qui veulent qu'on continue à parler. On parle, sauf que le premier tour, lui, se rapproche plus que 2 mois. Alors la gauche rassemblée ou la gauche divisée, en attendant, Anne Hidalgo est en Guadeloupe et tient son premier meeting outre-mer. Regarder notre pays depuis notre pays, mais à des milliers de kilomètres de l'Hexagone et de notre capitale, c'est aussi nous donner des chances de mieux réussir dans les solutions qu'on va promouvoir. Eh bien ça tombe bien, parce qu'Emmanuel Macron est lui aussi à des milliers de kilomètres. Le président de la République, toujours pas candidat, joue les négociateurs des grandes crises internationales. Mais au carnaval de Nice, on le rappelle, la présidentielle française, c'est maintenant. Et c'était cet après-midi, Valérie Pécresse en meeting. Premier exercice du genre pour elle, avec l'espoir d'un tournant dans sa campagne. Est-ce que le pari est réussi? Il y avait des passages de discours qui étaient magnifiques, positifs,
qui voulait se donner l'envie d'aller de l'avant, d'unir le pays, de faire quelque chose, d'aplanir un peu les points de friction dans cette société. Ils sont arrivés en mai. Et puis il y a un problème de discours, problème de livraison du discours. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense que sur la forme, on voyait qu'elle était en fait reliée à son prompteur, avec un décalage qui m'a frappé. Par exemple, à chaque fois qu'il y avait une formule, il y en a eu beaucoup de formules, elle souriait des applaudissements, même sur des sujets très graves. Donc on voyait qu'il y avait une sorte d'artificialité. Quelque chose un petit peu mécanique, en fait. Oui, une sorte de décalage. On décrivait ce meeting comme vraiment celui qui devait la relancer dans la campagne. Oui. Selon vous, ça serait le cas? Et là, sur le fond, je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi au-delà du style, parce qu'il y a la question du style, mais il y a la question de la ligne. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé dans ce discours un problème stratégique qu'elle n'a pas su surmonter. Au contraire, elle a, pendant la moitié de son discours, été sur les thèmes de ses adversaires d'extrême droite. Sur notamment l'immigration, avec des formules incroyables. Elle a notamment dit « il n'y a pas de fatalité ni au grand déclassement ni au grand remplacement ». Reprenant légitimement un propos considéré comme insensé venant de l'extrême droite la plus dure il y a encore quelques années, Renaud Camus, et qui est devenu dans le langage de la candidate qui est censée représenter une identité républicaine. Elle dit qu'elle est la femme à battre. On voit bien qu'elle est tiraillée entre l'extrême droite, Emmanuel Macron de l'autre côté. Oui. Ce grand écart, c'est ce qu'elle n'arrive pas à faire, c'est ça que vous nous dites? Justement, ce meeting devait aussi incarner une stratégie volontariste sur une ligne qui doit être cohérente et authentique. Et là, elle est dans un étau, effectivement, Sylvia, vous le dites, écartelé, et on voit bien, entre Emmanuel Macron et l'extrême droite bicéphale aujourd'hui, qui est quand même flamboyante en France, 32%, et le fait de ne pas choisir et de choisir la sémantique de ses adversaires est à mon avis une faiblesse. Et avec sa famille politique peut-être qui ne l'aide pas beaucoup, source Canard enchaîné qui a dit ceci à propos d'elle, je vous pose la question, on ne peut pas dire qu'elle vend du rêve, elle n'a pas beaucoup de créativité, elle a l'acquis mais pas beaucoup de voilure, qui sait? Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui disait ça. Nicolas Sarkozy dit ça. C'est le Canard. J'ai entendu plutôt les observations un peu plus rudes qu'il avait prononcées. Pourquoi il tarde, c'est assez rude quand même, pourquoi il tarde à la rejoindre ou à appeler à voter pour elle? Écoutez, d'abord parce qu'il l'a bien dit dans d'autres observations qui étaient plus cash, il l'a traité de mal élevé parce qu'elle a demandé à le rencontrer en tête-à-tête sans son chef de cabinet, ce qu'il n'a pas apprécié, maladroite dans sa formulation de certaines choses. Puis il se rappelle qu'elle n'a jamais été, enfin qu'elle avait choisi Alain Juppé dans le passé, qu'elle avait aussi choisi Fillon à un moment donné. C'est cet aspect d'une sorte de vendetta personnelle, aussi d'un élément d'antipathie personnelle qui peut hanter les choix dans une campagne électorale présidentielle dans un pays comme la France aujourd'hui, qui est assez perturbant vu à un moment donné, il va bien devoir appeler à voter pour elle, non? Oui, sans doute, et c'est vrai qu'il se dit qu'il pourrait intervenir peut-être très tardivement, peut-être même entre les deux tours pour justement évoquer peut-être le danger de l'extrême droite en France, qui est quand même flamboyante. Jamais depuis le début de la Ve République. Il a bien amené sur le devant de la scène aussi, oui, lors de son passage à l'Élysée. Mais en tout cas, en 2022, jamais depuis le début de la Ve République, une extrême droite bicéphale, en l'occurrence, représente plus de 30% de l'électorat de premier tour. Et donc, il y a une question par rapport à Nicolas Sarkozy et aussi par rapport à d'autres chez les Républicains, c'est aussi de savoir à un moment donné, distinguer un programme qui se justifie comme un énoncé de mesures qu'elle a fait en toute légitimité, et puis les axes stratégiques. Et on voit qu'elle ne correspond pas à un choix stratégique. Elle, entre guillemets, fille de Jacques Chirac, a fait l'exploit cet après-midi de citer Jacques Chirac 2022 sans citer une seule fois sa combativité contre Jean-Marie Le Pen. Elle n'a pas cité le mot ni de Marine Le Pen, ni d'Éric Zemmour par ailleurs. Donc à un moment donné, elle est dans un entre-deux qui est très indélicat pour elle. Alors, il faut qu'on avance un petit peu, il était lui aussi en meeting cet après-midi dans le sud de la France. Jean-Luc Mélenchon a creusé l'écart sur ses rivaux dans les sondages, mais il ne parvient pas à franchir le cap des 10%. Il lui manque la moitié des 500 parrainages à 3 semaines de la clôture de la campagne. Ce sont les chiffres du Conseil constitutionnel. Pourquoi ça cloche ? Au niveau de ces parrainages, de ces parrainages concernant plusieurs candidats, faut bien le dire. Mais lui en particulier, puisqu'on parle de lui aujourd'hui. Oui, de Jean-Luc Mélenchon, mais il a aussi
une certaine réserve sans doute en la matière, puisqu'il a fait plusieurs fois état dans ses 2 candidatures précédentes. C'est la 3e pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour Marine Le Pen d'ailleurs. Ils ont fait tous les 2 état de leurs difficultés. Puis en fait, ils ont réussi au dernier moment de les avoir. Ceci dit, il y a une vraie compétition qui n'avait pas lieu la dernière fois pour Jean-Luc Mélenchon. C'est celle du candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui a, lui, un réseau d'élus communistes qui sont en sa faveur, qui allaient vers Jean-Luc Mélenchon peut-être aux précédentes élections. Et en l'occurrence, Fabien Roussel fait plutôt une bonne campagne puisqu'il atteint 5%, ce qui est quand même un exploit pour le Parti communiste. On reste à gauche. Anna, depuis 2015, les sociaux-démocrates reviennent au pouvoir en Europe. Olaf Scholz en Allemagne en septembre. Et puis il y a 15 jours, dans votre pays, au Portugal, la réélection facile d'Antonio Costa. On a vu ces images en Guadeloupe de la socialiste Anne Hidalgo qui peine à remplir une salle de 250 personnes. Pourquoi ça ne prend pas en France? Comment vous l'analysez? Mais par rapport à ces 2 pays, et très spécifiquement par rapport à mon propre pays, la gauche socialiste, social-démocrate française, comme nous on appelle social-démocrate, mais qui n'a jamais fait son véritable aggiornamento, cette gauche-là, elle est très élitiste, très parisienne, très parigote, très préoccupée de questions sociétales, questions de genre, mariage pour tous, etc. N'a jamais su expliquer le tournant de l'austérité, de la rigueur en 1983, et donc n'a jamais su penser les blessures de cette période-là. François Hollande aussi a démonétisé la parole politique de la gauche. Par exemple, quand il disait « la finance est mon ennemi » et ensuite il a fait exactement le contraire. D'ailleurs, nommant un banquier de Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée dans la foulée de son élection, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de confiance. Ils n'inspirent pas leurs paroles n'inspirent pas de confiance. Ne semble pas. Ils prônent une redistribution pour pallier au problème, à la préoccupation essentielle des Français, qui est le pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas de confiance dans leurs paroles. Je rebondis là-dessus. On dit souvent qu'un président est élu quand il est le mieux à même de capter l'air du temps. On a vu ce week-end des convois. Alors c'est pas toute la France évidemment, mais des convois justement sur des questions de pouvoir d'achat contre les mesures sanitaires. Je vous demanderai un mot là-dessus. Qui, selon vous, est le mieux à même de capter cet esprit du temps? Un nom de candidat. L'esprit du temps qui n'est pas en rapport avec le convoi des libertés, on peut estimer qu'il est très minoritaire dans un nom le de pays. candidat, pour terminer. Je pense que la question de leadership se pose dans toutes les familles politiques, et le problème de la gauche, c'est qu'elle manque de leadership. Et donc on voit que Emmanuel Macron a su capter par son leadership la social-démocratie en France, en tout cas. Anna ? La social-démocratie, elle ne nous apparaît pas comme un social-démocrate au Portugal, et pourtant notre social-démocratie est bien à droite. Anna, un candidat qui capte l'air du temps, qui pourrait être amené à mieux capter l'air du temps? Évidemment qu'à gauche, Mélenchon capte les préoccupations des Français, mais il propose... À droite? Et à droite, hélas, je pense que c'est Éric Zemmour qui a capté les soucis des Français négatifs des Français. Et on voit bien la difficulté à définir encore un nom. C'était une semaine en campagne, Jean-Philippe Moinet, Anna Navarro-Pedro. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.